Bienvenue à tous chez Infinite, votre nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité surprise qui nous vient tout droit de France, de Paris. C'est un artiste qui fait beaucoup de choses, Jamsey Noise. Hey, ça dit quoi mon gars? J'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi, comment tu vas? Ben écoute, moi ça va, hein. Moi je suis content d'être ici, à Bulle. Voilà, toujours ici en Suisse, en vadrouille, un peu par-ci par-là. Mais ça fait plaisir d'être ici comme d'habitude et de pouvoir toujours retransmettre dans la communauté et de rencontrer des grands artistes, entrepreneurs comme toi. Merci en tout cas d'être présent, ça fait super plaisir et je pense que justement on va parler de choses qui me parlent personnellement et qui vont aussi inspirer beaucoup parce qu'on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de danse, on va parler de différents sujets et je pense que ça va en aider beaucoup. Donc avant de démarrer, on se fait un petit santé avec les tasses Infinite Room. Aïe 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 aïe. Le packaging il est d'art les gars. Vous avez vu Infinite quoi Room. Vous avez vu le matos ou pas? Santé. En tout cas, chanter à toi. Merci. Ok les amis, c'est parti. Donc, tout d'abord, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours, qu'est-ce que tu es en tant qu'artiste, présente-toi. Donne-nous une présentation de ta personne et de ce que tu fais. Bah écoute, moi c'est Jamsey, donc sur Instagram Jams le bruit. Je me définis comme un artiste 360 qui touche à pas mal de domaines différents. Ça a commencé d'ailleurs par mes 15 années de danseur, donc du coup en tant que danseur de crump. J'ai commencé la danse à Villepinte, donc dans une banlieue parisienne dans le 93. J'ai rencontré pas mal d'artistes tels que Wessler, Callisto, qui nous a donc du coup initié au crump dans l'association. Et de là, j'ai commencé à découvrir cet univers qui est incroyable, qui est riche de plein de choses, de belles richesses, soit culturelles, en termes de danse, de street dance, et puis voilà. Aujourd'hui, je suis content d'avoir en tout cas commencé par là. Et puis après, petit à petit, j'ai découvert du coup le game parisien, j'ai découvert différents bigomis, différentes personnes qui m'ont donc du coup aidé à devenir aujourd'hui l'artiste que je suis aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment content d'être là, d'être en arrivé là. Après, voilà, j'ai fait pas mal de choses dans l'artistique, sur des plateaux TV, mais voilà, ma gratification personnelle, en tout cas, c'est d'être arrivé entre guillemets, pas forcément au bout de mon chemin, mais arrivé, en tout cas là où je voulais être et là où j'aspire à être pour les années futures. Yes, merci beaucoup pour cette présentation et je trouve un truc très intéressant dans ce que tu dis, c'est artiste 360. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire derrière ce terme? Bon, pour toi, qu'est-ce que ça représente? En vrai, un artiste 360, c'est quoi pour moi? C'est un artiste qui, pas forcément va toucher à beaucoup de choses, mais qui va déjà s'intéresser à beaucoup de domaines. Donc c'est pas forcément une histoire de skills, mais c'est plus, je pense, une histoire de passion, des choses qui te passionnent. Est-ce que, je sais pas moi... Par exemple, je vais dire un truc bête, mais en retirant la notion d'artiste 360, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Tu vas me dire, bah vas-y, Jamsey, moi j'aime bien, je sais pas, moi j'aime bien jouer au foot, j'aime bien le cinéma, j'aime bien, voilà. Donc tu vas avoir plusieurs entre guillemets passions, passe-temps, qui vont te permettre toi de t'épanouir à différentes manières. Maintenant, en ce qui est dans mon champ d'action personnel. Moi, je me définis comme un artiste 360 parce que le crump m'a emmené justement vers divers horizons, vers divers univers qui sont en tout cas complémentaires par rapport au crump. Donc du coup de là, j'ai commencé le crump, donc du coup par la danse, puis j'ai rencontré le monde du beatmaking. T'as plein de beatmakers différents en France, comme Morph, comme Rules, comme Junior Sniper, comme Junior Sniper, comme Sniper, je suis un ouf, comme Kid NY. À l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Maintenant, Junior Talize. Et du coup, Kid NY est toujours son beatmaker, comme d'autres beatmakers. En fait, ils avaient créé un collectif à l'époque. En tout cas, Morph avait créé un collectif, ça s'appelle Beatmaster. Et à ce moment-là, je commençais le son, donc je sais qu'à ce moment-là, des Wood, des Face Jam, Kid NY, il avait déjà l'expérience, No Script commençait le son, et je trouve que ça a été, en tout cas, une bonne expérience de lancement, mais je suis pas resté très longtemps, en tout cas, avec eux, mais ça a été une bonne expérience de lancement pour moi, après, me permettre de commencer, du coup, dans ce truc de beatmaking. Yes. Puis, en fait, moi, quand j'ai commencé dans ce truc-là, c'était vraiment un truc de apporter des solutions à ma personne déjà pour commencer, c'est-à-dire que
J'ai commencé le beatmaking parce que à un moment, il y avait pas comme maintenant, mais c'était difficile de trouver des sons avant, tu vois. C'était difficile de trouver des sons avant, et j'étais aussi curieux de savoir comment les sons ils se faisaient. Moi, j'ai toujours été intéressé par le monde de la musique, donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas essayer. Donc de là, on m'a conseillé des logiciels, donc Morph m'a conseillé le logiciel du FL Studio. De FL Studio, moi j'ai commencé sur FL Studio 12, c'est une version qui remonte maintenant. Et puis voilà, moi ça m'a plu tout de suite. J'ai regardé des tutos sur internet, j'ai fait pas mal de choses, et voilà, j'ai commencé à avoir une mini carrière musicale, mais voilà, sans être trop superflu. J'ai pas été non plus dans les plus grands beatmakers, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette expérience-là, parce que ça m'a donné un épanouissement personnel au niveau de la musicalité, donc déjà dans ma danse, mais surtout par rapport à l'écoute musicale, le fait de savoir faire autre chose que savoir danser. Et donc tout de suite, ça a été le déclencheur. Ça a été le déclencheur. Et je me suis dit, mais en fait, attends, si là je peux répondre à une problématique, je peux répondre à plein de problématiques, tu vois. Du coup, tu es en train de nous dire justement que le crump a permis de mettre en avant d'autres skills que tu avais enfouis en toi. Je dirais pas qu'ils étaient enfouis en moi, je dirais que justement je les ai découverts en fonction et surtout par rapport à mon parcours de crème. C'est-à-dire que, comme je disais, en termes de problématiques, j'avais rencontré la problématique du son, puis ensuite il y avait la problématique de la vidéo, donc du coup ça m'a intéressé de vouloir filmer, d'organiser des événements aussi pareil. Quand on a commencé à créer le Heavyweight à l'époque avec Dirty, ça a été la même chose. C'était une problématique parce qu'à ce moment-là, le game il était mort, il y avait pas trop de sessions à ce moment-là, il y avait, on va dire, une période de beef un peu extrême dans le game français. Et le fait d'avoir créé le Heavyweight, ça a rassemblé du coup toutes les parties du crump pour pouvoir recommencer à faire des sessions ensemble. Donc le Heavyweight a répondu à une problématique avant de devenir viral. D'accord. Donc c'est devenu viral parce que pour moi justement ça découle d'une passion. Ça découle d'une passion de vouloir se rassembler. Donc le Heavyweight rassemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc de là la solution c'était de rassembler. Ouais. Rassembler deux crews, rassembler deux identités, rassembler des visions différentes. Et aujourd'hui, ça fédère, donc ça rassemble le crump game. Donc du coup, des cultures, des pays différents. Donc ça, par exemple, ça peut être le heavyweight. Ça a été la même chose pour le Bouncing Walls, ça a été la même chose pour le Groovy Ground, ça a été la même chose pour on va dire de plein d'événements que, en tout cas, moi, j'ai pu être ou faire partie de la genèse ou de la création de certains. Mais surtout de me dire, voilà, je réponds à une problématique. Donc là, tu es en train de nous dire que tu as fait partie de la création de Heavyweight Session. Oui, j'ai fait partie de la création d'Heavyweight Session avec Dirty. Okay. Dirty, lui, il a eu en gros, ce qu'il a apporté au Heavyweight. Moi, j'ai apporté aussi ce que j'ai pu apporter au Heavyweight. Mais surtout, avant de parler de création, pour moi, le plus important, c'est vraiment ce truc de rassembler. Parce que c'est surtout ça pour moi qui a marqué le Heavyweight. C'est pas, parce qu'en soi, tu peux créer, je sais pas moi, tu peux créer plein de sessions en vrai. Okay. Tu peux créer une session avec d'autres amis, avec d'autres gens, et voilà, vous faites un truc, ou avec d'autres crumpers que peut-être tu connais pas, qui sont même pas potes avec toi, vous créez un truc ensemble. Mais ce truc, il devient viral. Pourquoi? Il devient viral parce que vous avez une passion commune. Tu vois ce que je veux dire? Donc si t'as pas forcément la passion commune, il viendra pas viral. À ce moment-là, on l'avait, cette passion commune. Et c'est pour ça que ça a marché. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, quand t'apprends, par exemple, des soft skills, c'est pas forcément juste pour les maîtriser, mais c'est pour kiffer ton art, mais d'une autre manière. En tout cas, moi, dans le crump, ça a été par là. Ça veut dire qu'au début, ces arts complémentaires ont servi au crump. Puis de là, j'ai appris à me détacher seulement du côté crump et de me dire, vas-y, comment je peux utiliser mes soft skills dans son entièreté? Comment je peux être caméraman, mais en dehors du crump? Comment je peux faire du son, mais pas que pour des crumpers? Comment je peux organiser des événements, mais pas que pour de la danse? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où le soft skills, il devient intéressant, et c'est là où le monde de l'entrepreneuriat, il commence petit à petit, parce que tu utilises tes soft skills pas pour répondre à un besoin qui est seulement par rapport au crump, mais pour utiliser un besoin qui est par rapport à toi. Comment toi t'arrives à t'expandre, comment toi t'arrives à profiter de tes soft skills, comment toi t'arrives à arriver justement là où toi t'as besoin d'arriver dans le chemin où tu vas aller. Et justement, à un moment donné, t'as dit que tu as commencé à faire beatmaker parce que c'était difficile de trouver des sons à cette époque. Oui. Et dans un précédent podcast, j'ai dit que les projets naissent d'une frustration. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Que c'est la frustration par rapport au fait qu'il n'y a pas assez de tracks, que les événements ne correspondent pas peut-être à la vision que toi tu vois d'un événement, il y avait des bifs, etc. Il y avait c'était juste que comparé à maintenant, c'était pas si accessible. C'était aussi plus prestigieux quelque part. Et tu me diras, en tant que beatmaker, je trouvais ça mieux avant. En termes de rentabilité pour le beatmaker. Aujourd'hui, le beatmaker, il est obligé de faire leak du track, il est obligé de mettre des exclus en battle, il est obligé de, tu vois ce que je veux dire, pour vendre sa matière. Après, tu me diras, c'est aussi sa matière de se marketer, mais
avant, il y avait ce truc un peu plus prestigieux de découverte. Et puis je pense même c'est culturel, c'est-à-dire qu'avant, on attendait de découvrir un album, on n'attendait pas de voir quel morceau a leaké, ou l'artiste était pas obligé de faire leaker. Donc tu vois, c'est devenu international. C'est pas que dans le crème, c'est quelque chose qui est propre, je pense, à l'humain et de l'évolution de la société. Mais moi, je préférais cette époque-là, personnellement, où c'était plus prestigieux, où c'était plus difficile d'avoir les sons, et de aussi toi pouvoir répondre à une problématique en faisant tes propres sons. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un peu à l'époque du hip-hop où voilà chaque personne dans les années 80 dans son quartier vendait sa mixtape, en mode CD. Tiens, vas-y, tiens ton art et viens, écoute mes morceaux. Tu vois ce que je veux dire? Alors je dis pas qu'il faut revenir dans les années 80. Ce que je dis c'est que il y avait une autre façon de se marketer. Il y avait une autre manière de se marketer, mais surtout il y avait cette confiance en soi dans le produit que tu veux donner pour aider et pour solutionner, qui pour ma part est en train de revenir très fortement ces derniers temps. Peut-être sous une autre forme et différente, parce qu'on est forcément dans différentes époques, mais je trouve que c'est un peu similaire, tu vois. D'accord. Je trouve ça un peu similaire. Super intéressant. Alors avant d'aller un peu plus loin justement sur ton parcours artistique et ce que tu fais aujourd'hui, donc ton pseudonyme c'est Jamsey. Ouais. D'où vient ce pseudonyme justement? Est-ce que tu peux nous dire? En fait, c'est marrant parce que Jamsey, c'est pas un pseudonyme en particulier. Ça veut dire des choses en particulier pour moi, mais c'est un blaze pour moi comme un autre que j'ai trouvé en 2010. Mais par contre, ce qui veut dire pour moi, c'est autre chose. Ce que ça veut dire, Jamsey, c'est le soldat. Jamsey, c'est le mec qui recule devant rien. C'est le mec qui a peur de personne. C'est le mec. Ça a une signification, Jamsey, de base, ça vient. Ouais, Jamsey, c'est plutôt ce que ça définit pour moi. Tu vois, sinon c'est un nickname, c'est un blaze, tu vois. D'accord. Mais moi, ce que ça veut dire, Jamsey, c'est ça en fait. C'est la personne qui a pas froid aux yeux, qui a pas peur de défier l'autorité, de défier n'importe qui en fait, tu vois. Et quand est-ce que ça t'est venu justement? Quand est-ce que ça t'est venu justement ce pseudonyme, cette identité que tu as donnée à Jamsey? Bah parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez revanchard sur la vie. Avant d'arriver dans le club, hein, bien sûr, hein, je parle pas forcément du club, mais avant d'arriver dans le club, je suis assez revanchard sur la vie, sur par rapport à pas mal de choses, soit par rapport à l'école, soit par rapport à mon ancien, on va dire pseudo parcours sportif. D'accord. Et t'étais basketteur, c'est ouais, juste. basketteur, ouais. Je suis allé jusqu'en National 2, mais j'ai joué très peu, hein, j'ai pas mytho. Mais c'est quand même, aujourd'hui, National 2, c'est assez bien payé. À l'époque, c'était pas autant payé. Et là, je vois des potes, ils me sortent des, à part de fonction, 2000 balles, 1200, 1300. Franchement, on me sortait que les gars, nous, c'était 300 € de prime. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, vas-y. Mais, voilà, les temps évoluent. Mais en tout cas, voilà, j'étais très, très passionné par le basket. Je suis toujours autant passionné par le basket et par le sport en général. C'est pour moi l'un de mes piliers. J'ai l'impression que sans sport, je peux pas avancer dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mais c'est un espèce de catalyseur, de motivateur. Peut-être c'est un point de repère pour moi parce que c'est quelque chose que je fais depuis l'âge de 6 ans. Et puis voilà. Donc le basket, ça a été une très grande partie de ma vie. Ça a été extrêmement difficile. Vous pouvez demander au gunshot, tout ça et tout. Ça a été extrêmement difficile pour moi de lâcher le basket pour le crumb. Mais pourtant le crumb m'a tiré, tu vois, en mode vraiment fort. C'est vraiment un art qui a tout chamboulé dans ma vie, hein. Je vais pas mentir. Et ça m'amène vraiment spécifiquement à ma prochaine question, désolé. C'est, qu'est-ce qui a fait, justement, que tu te sentes attiré comme ça par le crump? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dédier à ce côté artistique? Et peut-être, je pense que dans un premier temps, c'était juste, je vais crumper pour les raisons que tu as choisies au départ. Avant d'avoir le côté artistique, je vais faire de la scène, etc., tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a attiré de cette manière? Bah, déjà, ce qui m'a poussé dans le crump, bah, c'est cette énergie, tu vois, parce que moi, quand je suis allé à la MJC, au début, je faisais du basket, j'étais là, je croisais tout le temps les gunshots, mes potes de ma ville et tout. Et moi, j'allais au basket, je voulais pas aller à la danse, je dis, je voulais pas, c'était un truc de ouf. Moi, j'avais que un ballon de basket dans ma tête. Et vas-y, je me dis, bon, ben, je suis blessé, il y avait un entraînement où je m'étais blessé. Je me dis, vas-y, je vais y aller, vu que, il m'avait déjà dit de passer, tu vois. Donc, ils m'ont mis tout, du hip-hop, du pop, du break, tout. Et moi, j'étais assis, tu vois, j'étais blessé, j'étais là, je regardais. Ça me disait rien, c'était cool, mais ça me disait rien. Et là, Callisto, shout out à toi, il éteint la lumière, mais en mode, je sais, il va se passer quoi, là? Tu vois? Et là, je vois, ils sont là avec les musiques de Rise. C'était trop stylé, mais c'est, et en fait, cette énergie, je sais pas comment t'expliquer, et c'est comme dans les films, genre, ça m'a pris tout à. Et moi, comme je disais, j'étais amoureux du basket, donc ça a été aussi très dur pour moi d'arrêter le basket, parce que bah j'étais arrivé jusqu'en N2, tu vois, même si j'ai pas joué beaucoup, hein, je suis pas mytho, tu vois.
Mais voilà, j'avais fait quand même N3, région, N2, j'étais bien, j'ai fait un bon parcours de basket, j'avais des potes de moi qui jouaient en championnat de France, d'autres qui étaient au pôle espoir. Enfin, tu vois, j'étais dans un truc où, voilà, j'étais en mode mindset basket, tu vois. Et vas-y, je sais pas, en fait, cette culture, elle m'attirait trop. Mais t'as dû arrêter littéralement le basket pour le crump, Ben, j'ai arrêté progressivement. selon toi. Parce que à chaque fois, en fait, je sais pas comment t'expliquer, à ce moment-là, je récupérais de ma blessure. Ok. Donc, ce qui se passait, c'est que je récupérais de ma blessure, je découvrais le crème en même temps de récupérer ma blessure, et en même temps, quand je revenais aux entraînements, je me reblessais à chaque fois. Ok, de basket. Ouais, au basket, ouais. Et en fait, à force de me reblesser à chaque fois, c'était des petites blessures minimes. J'en avais marre, en vrai, tu vois. Okay. Des petits trucs bêtes, je me disais, vas-y, c'est peut-être un signe de la vie, je sais pas, moi. Et je me suis mis à fond dans le crème. Bon, on vivait pas, hein, bien sûr, à l'époque. Mais voilà, j'avais envie de découvrir cette culture, j'avais envie de battle, j'avais envie de sessionner, j'avais envie de tout. Je sais pas, j'ai toujours eu envie de tout dès le départ, de comprendre pour vraiment comprendre ce que c'est, tu vois. Donc au début, c'était des battles avant justement d'arriver à ce côté artistique. C'était beaucoup de battles, beaucoup de trucs. Puis il y a eu les workshops, puis il y a eu les découvertes, puis il y a eu les petits plans à côté, les clips, etc. Et après, c'est devenu dans la vie artistique, mais c'est venu bien après. C'est venu genre, je crois, dans ma 8e, 9e année, tu vois. Ok. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à avoir des plans dits artistiques, parce que pour moi, faire un clip, c'est pas forcément si artistique que ça, à part en termes de réalisation. Donc, alors c'est quoi le côté artistique pour toi? C'est plus du côté créatif, c'est plus ce que toi tu crées comme matière. Qu'est-ce que toi tu crées pour ce que tu laisses pour les gens, toi, qu'est-ce que tu proposes en termes de création artistique. C'est pour ça que moi je parle de création artistique. C'est pour ça que c'est différent. Tout est artistique, ce qu'on fait est artistique, un clip est artistique. Mais pour moi, l'art, c'est vraiment sur ce que tu crées de base. Après, oui, tout est forme d'art aussi. Mais qu'est-ce qui t'a poussé alors du coup là-dedans, dans le côté artistique du crump? Parce qu'il y a beaucoup de crumpers aujourd'hui qui dansent justement battle, session, etc., tout ça, mais qui t'a poussé sur ce côté artistique-là. C'est quoi la chose qui a fait que tu entres là-dedans? C'était par choix, c'était par accident entre guillemets, et tu t'es retrouvé là-dedans? Un peu de tout, par accident, par une volonté, pour des perspectives d'avenir, parce que tu peux vivre de ta passion, parce que tu peux faire des voyages, parce que tu peux rencontrer des humains sympas, enfin pour toutes ces choses-là, et pas forcément sur des motivations financières ou culturelles. En fait, je pense que c'est un ensemble en vrai. C'est un ensemble humain, tu vois. C'est un ensemble humain parce que dans toutes ces sphères-là, t'es toi en tant qu'humain, tu vois. Donc je pense que ça t'apporte sur plein d'aspects. Et le fait de pouvoir vivre ça pleinement, c'est-à-dire que au lieu d'être 35 heures au boulot, t'es 35 heures dans ta vie en train de le faire. Et après en off, tu fais ta vie comme tout le monde, tu vois. T'as toujours des temps off et tout. Après, c'est à toi de manager ton temps. Moi, personnellement, je manage mon temps comme une personne qui travaille. Ça veut dire que j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour travailler mes contenus, j'ai du temps pour l'AB, j'ai du temps pour, tu vois ce que je veux dire. Tout est timé. C'est comme un taf, en vrai. Moi, je fais presque tout le temps les mêmes choses, à part quand je suis en booking ou en déplacement. Okay. C'est tout le temps des montages, c'est tout le temps des scènes, c'est tout le temps des cours privés, c'est tout le temps des programmes, c'est tout le temps des workshops, c'est tout le temps... C'est un écosystème que moi, je me suis créé à mon échelle. En tout cas, qui, en tout cas, me satisfait. Tu vois ce que je veux dire? Des battles, des sites, c'est ça. Et moi, c'est de trouver l'équilibre qui me satisfait dans l'artistique. Ok, mais par exemple, toi, comme tu vois des nouvelles personnes qui arrivent dans ce game du crump et qui ont pas cette hargne comme tu l'avais au départ, c'est-à-dire apprendre, découvrir, comprendre, participer aux battles, aux sessions, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre, dans le sens quand tu le vois chez les autres, que eux, ils aient pas cette hargne telle que toi tu l'avais dès le départ, ou c'est un truc que tu dis, bon, chacun son parcours? Est-ce que tu comprends ma question? Bah oui, je comprends. Après, je pense que c'est propre à chacun. Tu me diras, chacun n'a pas envie d'être danseur professionnel, chacun n'a pas envie d'avoir des grandes ambitions, chacun n'a pas envie, j'ai envie de te dire, c'est là où c'est plus grave pour moi par contre, chacun n'a pas envie de recevoir le produit crump dans son entièreté. D'accord. Et je pense que c'est là que commence le problème. C'est-à-dire qu'un puriste il va être dérangé comme nous, puristes, nous allons déranger une personne qui n'a pas envie de recevoir le produit brut. Si lui, il a juste envie de danser du crème tous les samedis après-midi à 15h, entre 15h et 17h, ça le regarde que lui. Tu vois, si moi j'ai envie de penser crump 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de faire passer toute ma vie à 80% autour de ça, c'est mon choix aussi. Tu vois. Donc c'est des choix de vie. Je pense que c'est pas quelque chose de grave, mais pour moi, ce qui est grave, c'est de ne pas respecter ce que c'est le crump.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le crump? Qu'est-ce que c'est Kingdom Radically Uplift Mighty Praise? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le lifestyle qui est centré autour de ça? Dans quel écosystème tu baignes? Qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout. Ça, pour moi, c'est grave. C'est-à-dire que si toi, tu danses du crump et que tu respectes pas les mœurs de ce que c'est le crump, là, pour moi, ça devient grave. D'accord. C'est Intéressant. deux débats différents pour moi. Ok. C'est deux approches différentes. Mais pour moi, ouais, je suis intransigeant sur les gens qui respectent pas ma culture, ouais. Ok. Et pour moi, enfin, si je pose une question fermée, si quelqu'un ne respecte pas justement ces principes-là ou ces mœurs ou ne s'intéresse pas à le comprendre, est-ce qu'il peut tout de même être un bon crumper? Bah, ça sera un crumper incomplet. Incomplet. Bah oui, vu qu'il veut pas le produire en entièreté. Ok, merci C'est beaucoup. comme si toi tu vas, je sais pas moi, je sais pas, c'est bête hein, mais tu vas à la boulangerie, tu demandes une baguette et ils t'en donnent la demi. Toi t'as demandé la baguette, non? Ouais. Donc c'est ça, c'est aussi c'est ça. Donc si toi tu viens pour une demi baguette, c'est la même chose aussi. Si tu viens pour une demi baguette, ben t'as pas une baguette complète, enfin, Ouais. tu vois. Donc je dirais aux gens, j'ai pas le produit en entier, ben j'ai la moitié, tu vois. Donc je peux pas, pour ma part, après ça regarde que moi, mais je peux pas revendiquer le crump si je ne le connais que de moitié. Ok, merci beaucoup. Vous avez entendu. Du coup, j'aimerais te demander, en termes de crump, quel a été ton souvenir le plus marquant dans ta carrière de crumper? Le Wow. souvenir le plus marquant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit directement? Gagner, il est. Gagner, il est. Gagner, il est pas forcément pour gagner la compétition, mais parce que c'est un moment très marquant dans ma vie. Quelques mois avant, ma mère elle est décédée, tu vois. Donc c'était un moment extrêmement dur pour moi, je vais pas te mytho. C'était difficile pour moi de me reconstruire, que ce soit émotionnellement, physiquement, se reloger mes sœurs, enfin voilà, tout ça c'était très très galère. J'en ai beaucoup souffert pendant beaucoup d'années. C'est quelque chose que je souhaite à personne de vivre, hein. Je vais pas mytho, voilà, c'est des choses de la vie qui arrivent malheureusement. Et du coup voilà, donc moi ça a été surtout un exutoire. Dans le sens où ça m'a permis de mettre des mots sur des émotions, sachant que pour moi des mois j'étais dead, j'arrivais pas à danser, j'avais pas de vibe, j'avais rien, donc entre temps il y avait l'opéra, fallait tout enchaîner, enfin j'ai eu du mal en fait à faire ce deuil, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînaient. Non, c'est vraiment parce que ça a été un exutoire pour moi. Ça a été un exutoire, je crois, ça a été aussi l'un des, enfin voilà, j'ai gagné beaucoup de battles, mais c'était l'un des rares battles où je me sentais déconnecté. Tu vois, je me suis toujours senti connecté, concentré, tout ce que tu veux. Dans ce battle-là, j'étais déconnecté parce que pour moi, c'était plus que de la danse, tu vois. Mais ça m'amène à une question que je pense que beaucoup se posent en tant que danseur, c'est comment tu as utilisé un cadre de battle pour exprimer une émotion si forte que la perte quand même d'un être qui t'était si proche, ta mère. Comment est-ce que tu as fait pour utiliser un battle pour t'exprimer? Parce que normalement on va dire ok, peut-être je sais pas, en session ou quand on danse dans la fame, etc., mais un battle international avec des danseurs, des juges, etc., comment est-ce que tu as fait pour utiliser ce cadre-là pour exprimer quelque chose de si fort? Je dirais un truc bête, hein, mais l'honnêteté. J'ai été honnête avec moi-même, j'étais honnête avec mes émotions, j'étais honnête avec cette vulnérabilité qui a été du coup croissante et naissante. Beaucoup de gens vont utiliser le battle pour être juste le plus fort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'utilise le battle pour dépasser mes limites, pour mettre des mots sur mes émotions, sur des frustrations, sur ci, sur ça. Enfin, je sais pas, j'utilise vraiment ça, tu vois. Moi, je vais te donner un exemple bête, mais moi, je me rappelle des sessions genre Overhype, SK et tout à l'ancienne, ou même Gully Block, ou même d'autres sessions encore plus anciennes, je dirais plus genre tu vois les sessions chez Mama Eyes à l'époque, rest in peace, mais ces sessions très spirituelles où il y avait des messages qui passaient et je sais pas comment dire, c'est peut-être pour ça que des fois on prend pour un fou en battle, mais moi je suis resté avec cette image là parce que je crois que c'est l'une des formes de crump où je me sens plus vrai avec moi-même. Moi, personnellement. Je dis pas que tout le monde doit être comme moi, hein, mais j'ai comme moi, en tout cas, je me sens plus authentique et vrai. Enfin, je sais pas. C'est comme si je te dis, tu goûtes à quelque chose de tellement unique et brut que même si tu goûtes d'autres trucs, en fait, t'as envie de manger que ça. Genre, je sais pas comment t'expliquer, t'as envie que de ça. En tout cas, pour moi,
que ça soit le battle, la création, le lab, enfin moi c'est quelque chose qui est propre à moi, qui est propre au Kingdom Radically, Up Life Mighty Praise. Ça peut arriver à n'importe quel moment, ça peut arriver chez moi, ça peut arriver où il est, ça peut arriver en création, ça peut arriver à la télé, ça peut arriver partout. Pour moi c'est ça le crème, c'est universel, c'est ce qui se passe. En fait c'est pas le cadre dans lequel tu le pratiques qui va définir. Après attention, il y a des cadres qui peuvent le favoriser. Moi j'ai pas de mytho, 300, 500 crumpers qui me hype en même temps, forcément ça me rentrait dans des trans incroyables, tu vois. Mais ça sera jamais autant pareil, mais c'est une toute aussi belle transe de la vive à l'opéra comme de la vive à la télé en fait. C'est des combats différents, c'est des émotions différentes qui circulent. Mais je pense que si tu te transcendes, t'y arrives. D'accord. C'est super fort ce que tu es en train de nous dire. Et je suis obligé de revenir sur cet épisode parce que c'est aussi un épisode qui a été marquant dans ton parcours de crumper. C'est que tu as perdu une autre personne qui t'était très chère et qui était aussi dans le game, Ballas, rest in peace. Qu'est-ce que ça a fait en toi? Qu'est-ce que ça a produit en toi de perdre cet être cher qui était aussi un activiste du crump, qui a fait beaucoup de vidéos du mouvement crump français, qui a créé des événements, qui était un ami très très proche pour toi, je le sais déjà depuis des années. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que ça a produit en toi, en fait, l'après? Qu'est-ce que c'est? La première chose que je vais dire, et moi je le dis honnêtement, c'est pas pour faire mesquine ou pas, mais de toute façon je pense que tout le monde me comprendra là-dessus, puisque voilà, c'était une personne très très proche pour moi, qui comptait énormément pour moi. Déjà la suite à la perte de ma mère, c'est comme si je te disais que j'avais reçu une balle dans le poumon, et quand j'ai appris pour la disparition de Ballas, c'est comme si on m'en avait une autre dans le cœur en fait. Donc pour moi j'étais mort en fait. Moi, j'étais mort, je vais pas mytho, ma vie, elle est partie en couille un petit peu après, pendant 1 an, à cause de ça, à cause de plein d'autres trucs, hein. Je dis pas que c'est que à cause de ça, mais j'étais pas du tout bien psychologiquement entre 2022 et 2023, j'étais pas du tout bien psychologiquement, j'étais pas du tout là, du tout. Mais vraiment, du tout. Et, moi, en tout cas, je suis content d'avoir survécu cette période difficile, de retravailler ce truc de deuil, de le transformer en pas une force, mais une motivation pour continuer, justement. Et c'est dur, les gars. C'est-à-dire que ça a été très, très dur. Ça l'est toujours pour la disparition de ma mère. C'est encore plus dur pour la disparition de Ballas. C'est dur. Franchement, je le souhaite vraiment à personne de vivre ce truc-là. Mais, voilà, j'ai su me relever. J'ai su, encore une fois, mettre des mots sur mes émotions. Et voilà, j'ai eu aussi du soutien, que ce soit même de gens de l'extérieur, de gens de l'intérieur, de la MIF, de la fame, de plein de choses. Et vas-y, ils m'ont poussé, tu vois, ça fait du mal, hein, tout ça, hein. Même quand je regarde Marcelo ou d'autres gens, il y a des gens à qui forcément on les a plus trop vus dans le crème, parce que aussi c'était très proche de Ballas, tu vois. Beaucoup de gens qui étaient très proches de Ballas ont dû vraiment prendre un recul. Il y a pas eu que moi, tu vois, mais beaucoup de gens qui étaient touchés, mais on a dû prendre un recul quand même assez conséquent pour se faire à l'idée, parce que jusqu'à aujourd'hui je parle à des proches qui se reconnaîtront, qui sont pas forcément dans le déni, mais qui ont toujours beaucoup de mal à l'accepter. Et c'était une très très grande personne. Moi, pour les gens qui le connaissent pas, pour moi c'est une légende du crème français. C'est quelqu'un qui par ses convictions, par ses idées, en tout cas moi je m'identifie beaucoup à lui, dans le sens où j'étais à peu près dans les mêmes patterns, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'organisation d'événements, en termes de tout, en fait. On a toujours été dans une force innovatrice, dans des trucs nouveaux, dans le pour la commune, dans tous ces trucs-là, en fait. Et toujours passionné, curieux, introverti, incroyablement introverti, cette personne. Il était incroyable. Et voilà, en fait, c'était un ami, mais au-delà, un vrai ami. J'ai rarement des vrais amis dans ma vie, hein. Je te le dis, j'ai des gens qui m'ont déçu, j'ai des gens qui, on était amis, mais on s'est un peu perdu de vue, comme tout le monde. Mais malgré les histoires, c'est resté des petits trucs. Après, il y a des gens, tu peux revoir dans 10 ans, tu t'en fous, tu vois. Mais il y a des gens, t'as pas trop envie de les revoir, même dans 10 ans, tu vois. Après, Ballas, ça a été vraiment une très, 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 très grande personne pour moi. Je te le dis, c'était un partenaire, c'était tout, ouais. C'était un partenaire de lab, c'était un pote de jeux vidéo, c'était un pote de voyage, c'était un pote de tout. Tu vois, tous les trucs que t'aimes bien faire, toi, en tant que, à l'époque, ado, puis adulte, puis jeune adulte, puis adulte.
Tu le faisais avec lui. Voilà, tous les 400 coups que tu fais, bah c'était avec lui, avec Snoop, avec West, tu vois. Donc on était tout un groupe avec Prince, Blackwood, que on parle de crew par exemple, de X2Bok à l'ancienne, tu vois. Donc voilà, rest in peace Ballas. Tu penses que il y a un avant et un après la disparition de Ballas Oui, dans clairement. le crump? Ouais, clairement, même dans le J'ai crump. dit le crump, hein. J'ai pas dit le crump français, j'ai dit le crump. Même dans le crump, même international. Genre, Ballas, c'est une figure internationale. Pas que française. Il est parti au State. Il a voyagé pas mal. Tout le monde le connaissait partout. Il était très apprécié du game. Tout le monde kiffait ses vidéos. Fait partie pour moi des premiers. Des montages il faisait des montages de malade, dingue. C'est le premier à rajouter du after, des trucs et tout. Après, peut-être il y a eu d'autres vidéastes qu'on connaissait pas. Mais en tout cas, moi, à mon échelle, c'est le premier que j'ai vu faire des effets de dingue pour le crump, tu vois. Genre, c'est le premier qui a réussi à mettre des plaques d'égout du D4 à des endroits où il y en a même pas et d'apparaître là-bas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'était le premier crumper, en tout cas, que j'ai vu autant manier after et première avec quand même pas mal de knowledge. On va pas se mytho. Bah, merci beaucoup de nous avoir partagé comme cet épisode qui est assez difficile. Et merci pour ta sincérité aussi. On sent vraiment que c'est quelque chose qui est toujours frais dans ton cœur et en toi. Ça le restera longtemps, malheureusement. Donc, merci de t'ouvrir sur ce sujet. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Et j'aimerais juste pencher sur l'aspect entrepreneur. Oui. Donc, tu fais beaucoup de choses. T'es danseur, c'est vrai. T'es aussi vidéaste. T'es créateur d'événements. Et tu fais encore beaucoup d'autres choses que peut-être même j'ignore. Tu as beaucoup de plateformes. Ça, c'était la moitié, ça. T'as OPW, t'as Askip. Ouais. T'as ton propre compte Instagram. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les différents domaines auxquels tu touches? Ben, déjà, les domaines, on va réagir sur les réseaux sociaux. Ben, les domaines que toi, tu viens d'évoquer, ben, je suis créateur de contenu, et ça depuis plus d'1 an, dans le sens où, ben, maintenant, je crée mes contenus pour, du coup, œuvrer pour la communauté crump, pour pouvoir faire découvrir le crump à de plus grandes échelles et à plus de personnes. Donc ça, je le fais sur Jams Le Bruit. Après, Jams Le Bruit, maintenant, aujourd'hui, en 2024, c'est cet aspect 360 de toutes ces déclinaisons que tu as citées, que ce soit au PW Crump, aussi au JBK World, que ce soit Askip. Voilà, pour maintenant parler de mes arts complémentaires, Jams Le Bruit regroupe tout ça. Donc c'est la personne, l'animateur, l'influenceur, le créateur de contenu Jams Le Bruit. Askip, c'est le format découverte. Donc vous allez retrouver pas mal de podcasts, pas mal d'interviews avec des gros artistes, des soit musicaux, du crump ou des athlètes, comme des gens de plusieurs domaines ou de plusieurs échelles aussi. Hein. Il peut y avoir aussi des newbies, il peut y avoir des découvertes. Enfin voilà, c'est vraiment un format découverte pour faire découvrir justement des cultures et des choses que des gens ne peuvent peut-être pas connaître. Genre demain, là aujourd'hui, tu vois peut-être des podcasts avec des artistes musicaux et après-demain, tu vois une discipline que t'as jamais connue de ta life en mode podcast, tu vois ce que je veux dire. Genre moi, c'est à Skip, il y a pas de frontières. Moi, je suis quelqu'un qui a pas de frontières. Tu peux être n'importe qui, tu peux être un politique, comme tu peux être quelqu'un en bas du quartier. Si pour moi t'es intéressant pour passer dans mon podcast, tu passes. Mais après, il faut que ça soit intéressant par rapport à ce que tu proposes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu donnes ouverture sur le monde. Donc si moi je considère, en tout cas dans mon média, que ça colle, forcément un petit mail, salut, ce serait bien que donc non, à Skip c'est ça. Après au PW Crump, c'est ce qui me passionne, c'est le format transmission. Donc c'est le format transmission, toujours pareil avec les outils que je fais. Il y a aussi le bruit numérique, on va en parler. Le bruit numérique en tout cas regroupe tout ça, c'est un peu mon homonyme, genre. Donc c'est mon homonyme de réalisateur. Jams Le Bruit, c'est le danseur, c'est l'animateur, donc c'est quelqu'un qui est devant l'objectif. Et le bruit numérique, c'est celui qui est derrière l'objectif, donc c'est celui qui réalise, celui qui monte, celui qui capte, et qui du coup met en vie et met en lumière et met en vidéo et donc en image, la vision que moi je veux prospecter sur toutes mes pages. Et tu as dit que OPW Crump, c'est les initiales de Open World. Open World. Et ça rentre clairement dans la vision de ce qu'est Infinite et le podcast. Le slogan, c'est Beyond the Limits. Yes. Ça veut dire, on dépasse les limites, on veut briser les limites, aller par-dessus. Et toi, justement, en tant que crumper, qu'est-ce que tu penses, en fait, des crumpers en général, ou du mouvement crump? Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se démarquent dans le mouvement, dans le sens qu'ils ont envie de faire quelque chose, qui utilisent leur talent, leurs dons, pour faire avancer le mouvement. Il y a ceux qui organisent des événements, oui. Il y a les beatmakers. Il y a ceux qui créent des
organisations pour que le crump puisse être mis en avant, qui créent de la scène. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de l'entrepreneuriat dans le crump ou il y a plus de consommateurs? Est-ce que les crumpers sont assez actifs pour faire quelque chose avec ce qu'ils ont, ou ils sont tous, enfin tous, pas tous, mais où il y a plus de consommateurs? Il y a de tout. Et pour moi, c'est comme dans la société. Il y a des entrepreneurs, il y a des faux entrepreneurs, il y a des consommateurs, il y a des riens, des observateurs. Pour moi, il y a de tout, en fait. Je sais pas s'il faut plus d'un ou de l'autre. Moi, je trouve que tout le monde doit être à sa place. Si t'entreprends, t'entreprends. Si tu le fais bien, tu le fais bien. Si tu le fais mal, remets-toi en question pour mieux le faire. Pareil pour la danse, ce que tu consommes, comment tu consommes, est-ce que tu respectes la consommation? C'est-à-dire, est-ce que tu respectes ce que tu consommes aussi? Parce que pour moi, des événements où grossièrement tu vois des crumpers, entre guillemets, hein, c'est une expression pour dire, mais tu vas dans un bar, tu bois ta chope de bière, tu laisses tout le bar dégueulasse et tu te barres sans payer, c'est pas du respect pour ce que tu consommes. Tu vois ce que je veux dire? Qui font ça en événement. La plupart des crumpers qui parlent viennent, français, qui consomment, la plupart le font. Et qui laissent ton désordre. C'est ça. Aucune Qui se pas reconnaissance. merci aux organisateurs, qui sont aucune conscience ou de ce que c'est d'organiser un événement. Moi, je suis content parce que les choses se démocratisent tellement que aujourd'hui les gens ils voient l'envers du décor. Je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui commencent à émettre l'idée d'organiser des choses, de faire des choses pour le mouvement, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 10 ans, tu vois, ou il y a 5 ans, même ne serait-ce qu'il y a 5 ans, tu vois. Pour ça que je te dis qu'il faudrait pas plus de gens, parce que tu mets plus de gens, est-ce que c'est des gens qui veulent vraiment le faire aussi? Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux vraiment le faire, fais-le. Mais justement, c'est parce que tu voudras vraiment le faire que ça va devenir viral. C'est vraiment parce que tu voudras vraiment le faire que ça va marcher. C'est vraiment parce que t'es passionné que ça va marcher. C'est vraiment parce que t'es consistant que ça va marcher. Mais tu peux pas demander à quelqu'un qui a pas envie de faire d'événements d'en faire si lui-même ne va pas donner la consistance. C'est-à-dire, demain, il va dire, je fais un événement, tu vas dire, c'est lourd, tu vas dire, c'est quand le prochain, il va dire, je sais pas. Parce qu'il s'en fout, en fait, il l'a juste fait comme ça, tu vois ce que je veux dire? Alors que quelqu'un qui a l'habitude d'organiser des événements, qui le fait avec passion et plaisir, ça dérangerait pas d'en organiser 10, 20, 5, 6, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il s'en fout, en fait. Et moi, justement, je suis aussi organisateur d'événements. D'ailleurs, là, t'es là en Suisse. Demain, tu vas donner un workshop, une masterclass de 4 heures sur Lausanne. Donc, ça va être très intense. Mais qu'est-ce qui fait que, encore aujourd'hui, t'as envie d'organiser des événements, tu crées des masterclass, tu crées du contenu pour diffuser le camp? C'est quoi en fait les éléments qui font qu'aujourd'hui t'es toujours ce feu en fait pour transmettre aux gens, organiser des événements? Parce que finalement quand t'organises des événements c'est pas pour toi. Ça c'est un truc qu'il faut dire. Quand t'organises un événement, toi tu prends aucune gloire, tu prends rarement des bénéfices. Alors qu'est-ce qui fait que aujourd'hui t'es encore ce feu-là de le faire en fait? Pour l'amour de redonner. Je sais que ça peut être kitsch, hein, mais c'est l'amour de redonner. Mais redonner à qui? Redonner à la commune, redonner aux gens qui veulent recevoir surtout. Parce que tu peux redonner, il y a des gens qui vont s'en foutre que tu redonnes, tu vois. Donc déjà peut-être de donner à ceux qui veulent recevoir. Moi c'est comme j'ai dit, c'est mon lifestyle, hein. C'est pour ça que je me lève chaque matin, c'est pour ça que je fais mes trucs. Après moi je parle de crème intrinsèquement, mais intrinsèquement en fait c'est ma vie en fait. Je sais pas comment le définir de plus. Le crème c'est ma life. Donc du coup comme le crème c'est ma life et j'ai décidé que c'était mon lifestyle, j'ai décidé de dédier ce lifestyle à redonner. Après, s'il y a des trucs où je fais des thunes, il y a des trucs où je fais pas de thunes, je vais pas mytho, il y a des trucs où je fais des thunes. Mais c'est des thunes qui me permettent de vivre dans un confort suffisant, qui me permettent de redonner à chaque fois ce feu-là. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, moi, si ça me paierait pas, je serais pas là tout le temps à donner des cours, hein, je serais en train de travailler comme tout le monde, tu vois. Donc, il y a pas que les cours, il y a aussi d'autres choses que je fais, il y a de la vidéo, il y a plein de choses. Donc, je pense qu'aussi la dimension 360, elle aide pas mal aussi à pouvoir s'y retrouver. Tu vois, mais voilà pourquoi je fais tout ça, c'est avant tout de la passion et je pense rien d'autre que de la passion. Ok, alors j'ai 3 dernières questions. Dis-moi. La première c'est, toi aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que le crump a été un tremplin pour toi, pour entreprendre, oui, comprendre certaines choses. Oui. Est-ce que tu as eu des modèles dans le crump game qui t'ont poussé justement dans l'entrepreneuriat? Excuse-moi. Il y en a eu plusieurs, mais dans il y en a eu plusieurs. Après, on a un en particulier, c'est Balou.
Donc, shout out à toi. Moi, je vais toujours te shout out. Pour moi, t'es le OG qui est pour moi, le plus oublié et qui devrait être le plus respecté pourtant. Parce que, pour moi, t'as eu très rapidement ce truc de, fais-toi comme t'as dit, d'entrepreneur, mais d'expansion, de croyance de soi, de persévérance, de consistance. Et je pense que c'est pour moi un exemple de réussite. En tout cas, pour moi qui, a envie de m'expandre maintenant dans ce domaine-là. Donc, je suis un peu ces traces-là. Donc, moi, si je dois choisir un des OG que je devrais suivre en tant que modèle de carrière et de vie dans le crème, ça serait Balou. D'accord. Et pourtant, Warren, il m'a extrêmement apporté. Moi, j'ai pas eu de gros contacts avec Grishka ou d'autres OG ou d'autres pionniers. Mais voilà, les deux OG qui m'ont marqué le plus, c'est Warren et notamment Balou par rapport à son côté expandre du coup dans l'entrepreneuriat. Et Warren dans quel sens? Warren dans le sens par rapport aux gens qu'il a formés, qui m'ont formé aussi. J'ai déjà aussi labé avec Warren à la maison, juste une fois, tu vois. Mais c'est un lab unique, tu vois, qui te donne, qui à ce moment-là, à mon échelle dans le crème, m'a permis de structurer pas mal de choses, tu vois. Mais pourquoi justement Balou, Warren, c'est des OG qui sont oubliés? Ah, pourquoi? Bon, ça, j'en sais rien, hein. Faut poser la question à la commu française. Moi, j'ai vu que ça les effaçait, et après, je sais pas. Après, voilà, non, il y a eu des trucs, tu connais, des embrouilles, des ci, des ça. Bon, chacun, voilà, les versions de l'histoire. Moi, je suis pas là pour, parler de ça ou rentrer dans ça. Moi, je suis là pour, en tout cas, saluer les 3 bons OG qui sont, et le travail qui a été fourni, parce que moi, c'est ça que j'ai envie qu'on dise de moi. Donc, je vais pas faire la même chose pour eux, tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je parle des gens, je parle avec uniformité, et des fois, les gens, ils comprennent pas. Ils disent, ouais, mais lui, tu l'aimes pas, ou eux, ils t'aiment pas, pourquoi tu parles d'eux? Je suis, parce que, en vrai, leur travail, il est là. Mm-hmm. Eux-mêmes, s'ils seraient capables de reconnaître ça, pourquoi moi, je serais pas capable de le reconnaître? Donc, pour moi, c'est là où la nuance, elle se fait, c'est que c'est pas parce que des gens, tu peux les apprécier ou plus ou moins, que ça va changer ce qu'ils ont fait dans le game ou leur travail, tu vois ce que je veux dire? Donc, faut apprécier. Je pense que c'est important de respecter le travail de chacun, d'être honnête, de savoir t'as envie d'être dans telle ou telle vision. Moi, je suis honnête. Hein. Moi, il y a des gens à qui j'ai dit mes 4 vérités. J'ai dit voilà, moi, ma vision c'est ça, ta vision c'est ça. Tu veux pas faire ça, moi, je préfère faire ça. On se comprend pas sur ça, bah, ça sert à rien de bosser ensemble. Et ça, je peux le dire autant dans mon cercle amical que chez des gens que j'aime pas. Parce que j'ai envie aujourd'hui, à 33 ans, d'aller dans la direction qui m'intéresse moi. J'ai commencé le crème solo. Et si je dois le terminer, entre guillemets, solo, bah, je termine solo. C'est comme le principe de la vie. Tu nais et tu finis dans un cercueil individuel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de te dire, c'est mon parcours de crump. Et j'ai décidé d'en faire quelque chose de grand. Quelque chose qui va éduquer les prochaines générations et qui va les inspirer à faire beaucoup plus grand que ce que j'ai fait et que ce que d'autres personnes font. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est le travail que je dépose. Moi, ce que je dis tout le temps à mes élèves et ce que je dis aux gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir l'étoile Michael Jackson ou Michael Jordan à Los Angeles, mais autant plus basique qu'un produit de la vie peut être, qu'on se rappelle de moi au quotidien. Yes. Juste ça, en fait. Merci beaucoup pour ton partage. Et quelle a été la leçon la plus précieuse que tu as appris durant ton parcours? Parce que j'imagine que tu as vécu beaucoup d'épreuves, de difficultés, mais aussi beaucoup de réussites, de succès. Et qu'est-ce qui a été la leçon la plus marquante dans ce parcours en tant que crumper, en tant qu'artiste, entrepreneur? Un événement qui a marqué vraiment ta carrière? Bah, comprendre que j'allais pas forcément réussir ma carrière de danse à la force de mes armes swing. Je pense que ça a été un peu dur pour moi d'accepter dès le départ, à partir de 10 ans de crump par là. Mais comprendre que, pas que j'aspire à plus grand que le crump, mais que j'aspire à plus grand que être que un crumper. Mm-hmm. Ça a été dur pour moi d'accepter parce que, au début, je me disais, vas-y, c'est des soft skills, ça va juste me compléter dans mes bails. Mais accepter que ça peut t'emmener encore plus loin, ça a été dur parce que ça m'a remis en question sur pas mal de choses. Sur est-ce que ces trucs-là, j'aurais pas pu les faire avant? Où est-ce que je vais aller? Parce que moi, je sais maintenant où je vais, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Je savais que je pouvais aspirer à plus, mais je ne savais pas où est-ce vrai, enfin, tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que j'y vais, où est-ce que je vais vraiment? Donc, ça a été dur pour moi d'accepter parce que forcément, plus tu prends de l'âge, plus tu te poses des questions sur ce que tu veux faire dans la vie.
Et ouais, en fait, c'est de prendre le risque d'arrêter un boulot, de tout arrêter et de se lancer, en fait. De se lancer. Ça a été la plus grande leçon pour moi, de comprendre que dans la vie, il faut se lancer. Et que si tu te lances pas, ben, tu fais des petits trucs, voilà, des tables, des ce que tu veux, mais tu peux avoir que des regrets, en fait. En fait, après, sans risque, tu vis rien. Exactement. Tu restes dans un confort. Moi, au début, j'étais en mode sécurité Pro Max, moi. J'étais Jams sécurité Pro Max. C'est-à-dire, tout ce que je faisais, voilà, c'était millimétré, j'arrivais à bien organiser mes trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'étais toujours carré sur les bords. Mais ça m'a pas emmené très loin, hein. Il y a des gens à qui ça réussit. En tout cas, moi, ça m'a pas réussi. Et j'ai appris à vivre, en fait, j'ai appris à cultiver, pas forcément à subir, mais à cultiver l'instant présent. À cultiver cet instant présent, à se nourrir de cet instant présent, à se dire, OK, là, j'ai appris ça aujourd'hui, comment je vais être demain? Avancer step by step, pas me dire, ouais, dans 2 ans, je vais être là, dans 2 ans, je vais être chez un tel, dans 2 ans, je vais être dans tel crew, enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pas des objectifs de vie. Mon objectif de vie, c'est comment moi je me sens dans 2 ans. Yes. Tu vois, c'est pas qu'est-ce que je vais avoir dans ma main, chez qui je vais être ou avec comment je vais faire, c'est comment je suis, quelle est ma posture à moi dans 2 ans. C'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup. Et là, du coup, tu nous as dit qu'est-ce que toi, tu t'es dit à des moments précis. Maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire justement aux plus jeunes? Et quand je dis plus jeune, c'est pas seulement en âge, c'est plus jeune dans l'entrepreneuriat, plus jeune en tant que simple danseur, hein, parce que à part ça, c'est aussi un chemin. D'être danseur, c'est pas juste tu viens et ça vient tout d'un coup. Il y a aussi des sacrifices à faire. Est-ce que tu as quelque chose à dire à toutes ces personnes qui aimeraient se lancer dans quelque chose, mais qui ont des craintes, qui ont des peurs, qui ont des insécurités? Comme toi, à un moment donné, tu as eu le choix entre basket, crump. Je pense qu'à un moment donné, tu as aussi eu le choix entre est-ce que je me plonge vraiment dans mes skills ou est-ce que je reste dans je suis un simple danseur et je vais continuer à évoluer là-dedans? Parce que tu aurais pu te focus que dans je vais progresser pour moi, faire mes trucs. T'as choisi d'enseigner, t'as choisi de transmettre, t'as choisi de prendre des lilomis, des élèves, etc. Est-ce que tu peux donner un message aux gens qui ont de la peine justement à prendre des décisions pour se lancer pleinement dans quelque chose? Ok, bah dites-vous un truc très simple, les gars. Vous êtes sur une île, l'île elle est en feu et vous devez vous sauver de cette île. De l'autre côté de l'île, il y a le chemin de votre réussite. Vous devez passer la mer. Dans la mer, il y a quoi, les gars? Il y a des méduses, il y a des requins, il y a des poissons-chats, il y a tout, d'accord? Mais pour survivre, tu devras aller là-bas. Est-ce que tu vas traverser la mer? Tu vas mourir dans le feu? Ou est-ce que tu vas traverser la mer? C'est ça qu'il faut méditer, les gars. Moi, je pense que j'ai eu le choix plein de fois dans la vie, plein de fois je l'ai pas pris et plein de fois j'ai pas évolué. Je me suis pas senti épanoui ou j'ai pris des directions qui étaient pas la bonne. Oui, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper plein de fois. Ça va être relou. Vous aurez envie d'arrêter. Vous allez tout ça. Ça va arriver. Ça va se passer. Maintenant, ce qui fait que vous allez réussir, c'est est-ce que vous allez survivre à tout ça. D'où le fait qu'il y aura des requins, des méduses, des poissons, je sais pas quoi dans la mer. Est-ce que tu vas guérir de ta blessure? Est-ce que tu vas vesquiller les requins? Est-ce que ton radeau il sera assez solide pour traverser la mer? Est-ce que tu vas construire un radeau assez solide pour traverser la mer? Est-ce que tu as la volonté d'en construire un assez solide pour qu'il aille jusqu'au bout? Ça aussi, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de secret. Ça, tu peux l'appliquer à n'importe quel modèle, que ça soit dans le Scrum, dans la vie, dans tout. Tu peux l'appliquer dans tout, en fait. C'est juste à toi d'être libéré. Moi, je suis libre. J'ai cassé mes chaînes. À toi de jouer. Merci beaucoup. Bah, sur ces belles paroles, on va terminer ce podcast. En tout cas, je suis très heureux d'avoir pu avoir cette discussion avec toi. Vraiment, t'es un homme très inspirant. Tu touches à énormément de choses et moi, je me sens concerné par ça parce que moi aussi, je suis dans tellement de choses, mais tu as su justement ne pas te limiter peut-être aux contraintes qu'on te mettait, que ce soit société, famille, personne, amis, etc., tout ça. Et t'as toujours foncé. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, t'en es là et que tu as de la réussite dans ce que tu fais. Aussi, tu as des programmes qui fonctionnent très bien. Donc, je t'invite juste à donner tes réseaux pour que les gens puissent suivre les différents réseaux. Yes.
Bah écoutez, James Le Bruit sur Instagram, vous connaissez, donc James Le Bruit, si vous voulez vraiment connaître ma personne dans son entièreté, à travers James Le Bruit, vous allez découvrir plusieurs pages, vous allez découvrir OPW Crème, donc une page de transmission pédagogique dans lequel vous pourrez retrouver des gens comme Infinite, comme Junior Slam, comme Shin, comme moi, comme plein d'autres danseurs, vous allez découvrir, peut-être il y aura d'autres styles de danse, ne sait-on jamais. Je dis ça. Ouais, en vrai, c'est un spoil. Et voilà, non, en vrai, c'est vraiment moi, vraiment l'amour open world freestyle. Donc ouais, ça part du crump, mais ça peut s'étendre autre part. Le bruit numérique, restez à l'affût, des très bonnes réalisations sortent. Ça va être très très chaud. Et côté Askip, très grosse surprise. Je vous réserve un très très gros artiste français que tout le monde connaît. Il y a un podcast qui va sortir. C'est la merde. Franchement, les gars. J'ai cette entrevue aussi, c'est ce podcast, vous allez, je pense, autant le kiffer que celui-là, parce que il est authentique. C'est vraiment Damis, c'est quelqu'un comme moi de très authentique et voilà, j'ai vendu la mèche chez Damis, ça arrive, voilà. De toute façon, j'ai sorti le post. En vrai, j'ai sorti le post et tout, donc ouais, non, c'est Damis, cela à toi, ça sort très bientôt, Maji. Et voilà, j'ai hâte que tout le monde découvre ça. Et voilà, il y a aussi la page YouTube qui sort, vous allez pouvoir découvrir des formats beaucoup plus longs. Il y a un nouveau programme en 2025, qui est un nouveau programme online que je concocte depuis 1 an. J'ai eu des galères de disques durs, des ci, ça, mais j'ai tout retourné, les gars, je suis prêt. Donc les gars, j'espère que vous allez kiffer ça. Et voilà, moi c'était James Noise, James Le Bruit du coup sur Instagram. Vous pouvez suivre toutes ces pages-là. Big up à Infinite, excuse-moi, pour le podcast. Et pour Test sur Crump aussi, allez suivre cette page, c'est vraiment incroyable tout ce qui se passe là-bas. Moi aussi je me sens concerné perso. Donc voilà. Yes, en tout cas, merci beaucoup, James. Et ça, c'est un plaisir de ouf d'échanger avec toi. Ça fait plaisir. Vraiment Merci. profond, sincère. Donc, allez le suivre sur ses réseaux. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui arrivent, comme vous avez entendu. Merci à vous, en tout cas, pour votre écoute. C'était Chez Infinite, votre nouveau podcast. Suivez-nous sur nos réseaux, Instagram, YouTube, Chez Infinite, TikTok, etc. Tout le bazar. Donc, à bientôt pour le prochain épisode. On se voit. Peace.